Bonjour à tous, Salim Edelkati, moi je suis interne à l'Institut Gustave Roussy et j'aimerais vous parler du syndrome dysautonomique chez le blessé médulaire chronique et ses implications dans la prise en charge anesthésique. On considérera le blessé médulaire comme chronique à partir de 12 semaines après la survenue de la lésion et on verra ça un peu plus tard pourquoi. Donc il y a à peu près 2000 nouveaux patients blessés médulaires chroniques par an en France, avec des causes assez variées. Pour 2 tiers, c'est traumatique, que ce soit des accidents de la circulation, des chutes, et pour 1 tiers des cas, c'est non traumatique, notamment tumorale, inflammatoire, dégénérative ou infectieuse. Chez des patients qui finalement sont assez jeunes, avec un profil type, notamment pour les causes traumatiques, des hommes de 38 ans, donc des patients qui ont une espérance de vie qui est prolongée et qui risquent d'avoir de nombreuses chirurgies, de nombreuses anesthésies pour des gestes notamment urologiques ou orthopédiques des membres inférieurs. Le syndrome dysautonomique, ça comprend 2 entités principales qui peuvent sembler un peu opposées, mais dont la physiopathologie est assez proche. Il s'agit de l'hypotension orthostatique, qui est caractérisée par une chute de la pression artérielle de 20 mm de mercure lors du passage de la position assise à la position debout, et l'hyperréflexie autonome, qu'on va un peu plus détailler, et qui, elle, est définie par des épisodes d'hypertension artérielle, parfois très sévères, jusqu'à 300 mm de mercure, avec toutes les complications que ça implique, avec une bradycardie, le plus souvent, et tout ça, c'est en réponse à une stimulation viscérale ou cutanée sous le niveau lésionnel. Voilà. Cette stimulation, on la considère parfois comme bénigne, bien qu'elle ne le soit pas du tout, et les exemples les plus fréquents, c'est le globe vésical, le fécalome, ou par exemple un simple ongle incarné. Et donc on imagine la réaction que ça peut avoir en péra-opératoire avec une stimulation chirurgicale nociceptive. Il y a à peu près 25 à 40% des patients qui ont des lésions avec un niveau supérieur à T6 qui présentent des épisodes d'hyperréflexie autonome, 12% si la lésion est incomplète, et en cas de lésion cervicale, c'est 90% des patients, avec des symptômes qui débutent après la blessure médulaire, en règle générale à partir de 80 jours, ce qui correspond à peu près aux 12 semaines, parfois dès le 25e jour post-blessure médulaire. Donc cette présentation, ça va être l'occasion de revoir un peu la physiologie du système nerveux autonome, en commençant par le schéma qu'on connaît tous sur les efférences du système nerveux autonome, qui distingue le système nerveux sympathique du système nerveux parasympathique. Ces 2 systèmes, ils sont composés de neurones préganglionnaires qui sont situés au niveau médulaire et de neurones postganglionnaires qui vont faire synapse avec des organes effecteurs. Le neurotransmetteur au niveau du système sympathique, au niveau post-ganglionnaire, c'est la noradrénaline, et pour le système parasympathique, c'est l'acétylcholine. L'information importante à retenir, c'est celle-ci, c'est-à-dire c'est la localisation des neurones préganglionnaires. Au niveau sympathique, c'est au niveau de la moelle thoraco-lombaire. Au niveau parasympathique, c'est au niveau du tronc cérébral et de la moelle sacrée. Et donc on s'imagine que lorsqu'on a une blessure médulaire, même très haute, on a une intégrité des centres parasympathiques au niveau du tronc cérébral, alors que les centres sympathiques, au contraire, sont profondément remaniés au niveau sous-lésionnel. Ici, vous avez un tableau avec les efférences sympathiques pour les organes qui nous intéressent. Par exemple, le myocarde, il reçoit une innervation à partir des racines sympathiques de T1 à T6. La surrénale de T2 à T13, le territoire splanchnique qui comprend une grosse proportion du volume non contraint de T3 à T12 et le plexus veineux lombosacré de T12 à S5. Et donc la deuxième information importante, c'est le niveau T6. On a vu qu'au-dessus de T6, il y avait un risque important d'hyperréflexie autonome. T6, T10, ce risque est très faible. En dessous de T10, le risque est quasiment inexistant, tout simplement parce qu'au-dessus de T10, on commence à avoir une atteinte sympathique des fibres myocardiques, donc un déséquilibre entre la balance parasympathique sympathique au niveau du myocarde. On a une grosse atteinte du territoire splanchnique, voire l'intégralité du territoire splanchnique au-dessus de T3, et on a une atteinte de l'intégralité du plexus veineux lombosacré. Maintenant, on va voir un peu les afférences du système nerveux sympathique. Ça, c'est quelque chose qu'on nous apprend un petit peu moins, et sa régulation centrale. En bas, ici, vous avez une coupe transversale de la moelle au niveau thoracique ou cervical, par exemple, avec au niveau de la corne latérale les neurones préganglionnaires et leurs efférences, un peu comme ce qu'on a vu sur le schéma précédent, avec le neurone postganglionnaire et l'organe cible. J'ai rajouté en plus les organes qui nous intéressent, les surrénales et les vaisseaux.
Ces neurones préganglionnaires, ils reçoivent des afférences sensitives, nociceptives par exemple, par des ganglions sensitifs via la corne postérieure de la moelle, où ils font synapse avec des interneurones et ensuite avec les neurones préganglionnaires. En haut, vous avez une coupe au niveau du tronc cérébral, au niveau d'une zone qu'on appelle la médulla oblongata. La moelle allongée, c'est vraiment la zone jonction entre moelle cervicale et tronc cérébral. La zone rouge, c'est la zone régulatrice sympathique du système cardiovasculaire. C'est vraiment la zone en fait, qui va donner le tonus de base du système nerveux sympathique. C'est le pacemaker en fait, du système nerveux sympathique via un contrôle descendant excitateur. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait une stimulation sensitive, que ce soit viscérale avec un globe vésical ou nociceptive chirurgicale péropératoire. Donc le signal il va être transmis au niveau de la corne postérieure de la moelle et on va avoir deux voies, dont la voie principale est ascendante au niveau du centre cardiovasculaire, au niveau de la médulla oblongata. Une fois transmis au niveau de la médulla oblongata, il va y avoir un signal excitateur descendant jusqu'au neurone préganglionnaire, et donc ça va entraîner une activation sympathique avec le relargage de noradrénaline au niveau des organes cibles. Tout ça, ça va entraîner une vasoconstriction et un relargage de catécholamine par la surrénale. Il en résulte une augmentation de la pression artérielle qui va être transmise au niveau des barorécepteurs carotidiens ou au niveau de l'arche aortique. Ce signal d'augmentation de la pression artérielle, il va être à nouveau transmis au niveau de la médulla oblongata et il va en résulter un rétrocontrôle descendant inhibiteur. Et donc ça va permettre d'éviter l'hyperactivation sympathique, de moduler l'activation sympathique, et donc ça va entraîner une inhibition sympathique et à nouveau une vasorelaxation, un arrêt de la sécrétion de catécholamine et une diminution de la pression artérielle. La deuxième voie, à partir du moment où on a une stimulation nociceptive, c'est direct, médulaire, via les interneurones, qui à ce moment-là activent eux aussi les neurones préganglionnaires. Donc maintenant, que se passe-t-il chez le blessé médulaire? La blessure médulaire, elle est représentée par cette ligne horizontale. Donc il y a plusieurs phénomènes lorsqu'on a une stimulation sous le niveau lésionnel, donc c'est important, le fait que la stimulation soit sous le niveau lésionnel. On va avoir en premier une diminution du tonus sympathique, parce qu'on s'imagine bien que l'effet excitateur descendant au niveau de la médulla oblongata, il n'est pas transmis au niveau sous-lésionnel, et donc ça explique le fait que les patients blessés médulaires aient une hypotension basale, et ça explique aussi l'hypotension orthostatique. Lorsqu'on les passe en position debout, il y a une diminution qui normalement est très transitoire du retour veineux, une baisse de pression artérielle, et le signal est tout de suite transmis au niveau de la médulla oblongata qui à nouveau envoie un signal excitateur qui chez le blessé médulaire est interrompu. On a ensuite une hyper-réactivité sympathique, et ça c'est lié à un profond remaniement médulaire au niveau sous-lésionnel, et ce remaniement médulaire il met à peu près 12 semaines pour survenir. Et ces remaniements, c'est notamment une augmentation des ramifications des neurones sensitifs au niveau de la corne postérieure de la moelle. Il y a beaucoup plus de dendrites, ça fait synapse avec des neurones au niveau des niveaux médulaires supérieurs et aussi inférieurs. Et donc en fait le signal va être en quelque sorte décuplé. On a une hyperexcitabilité aussi des interneurones, le signal va être transmis aussi de manière plus rapide. Une hypertrophie au niveau de la corne latérale de la moelle. Et enfin, on a une hyperréactivité des organes aux catécholamines, et notamment des vaisseaux. C'est-à-dire que pour une même augmentation de catécholamine circulante, on va avoir une vasoconstriction qui va être décuplée. En fait. Le mécanisme, c'est soit une augmentation, une uprégulation, un peu comme ce qu'on a par exemple au niveau moteur, au niveau de la plaque motrice, pour les récepteurs à l'acétylcholine, soit un défaut de recaptage de la noradrénaline. Pour cette hyperréactivité sympathique, on peut faire, si on veut, le parallèle avec l'atteinte motrice. Au début, le patient est flasque, atone, et ensuite il va y avoir également un remaniement médulaire, mais cette fois-ci pas avec les neurones préganglionnaires, mais avec les neurones de la corne antérieure, moteurs de la corne antérieure, qui vont être hyperactivés, et le patient va devenir spastique. Et plus il va avoir de stimulation nociceptive sensitive via la corne postérieure de la moelle, plus le patient va être spastique. Et enfin, l'information aussi importante à retenir, c'est donc on comprend bien que ce n'est pas parce que le patient a une anesthésie complète au niveau sous-lésionnel qu'il ne va pas avoir d'hyperréactivité, de crise d'hyperréflexie autonome. La sensation douloureuse, ça nécessite une intégration centrale, notamment corticale, que le patient n'aura pas, donc il ne sentira rien.
En revanche, les phénomènes d'hyperréflexie autonome, c'est des phénomènes médulaires que le blessé médulaire présente, et donc il est à risque d'hyperréflexie autonome. Le troisième mécanisme, c'est l'absence de rétrocontrôle inhibiteur. Déjà que la réponse sympathique est exacerbée, on n'a en plus pas de rétrocontrôle inhibiteur lié aussi à l'absence à la lésion médulaire qui empêche ce signal descendant inhibiteur. Et enfin, dernier élément, c'est l'hyperréactivité parasympathique, cette fois-ci au niveau sus-lésionnel. On a bien vu qu'il y avait un déséquilibre de la balance sympathique parasympathique, qu'en plus la pression artérielle va être élevée de manière prolongée, donc on a une activation du pneumogastrique qui lui est toujours intègre, qui se situe au niveau du tronc cérébral, qui va aller jusqu'au nœud sinusal et qui va entraîner les bradycardies très sévères et voire des asystolies. Voilà. Donc maintenant, quel est le retentissement systémique de ces événements, de ces hyperréflexies autonomes? Pour ça, on peut s'aider par exemple des courbes pression-volume du ventricule gauche. Vous avez en abscisse le volume. En ordonnée, c'est la pression. Pour faire une courbe pression-volume, on a besoin de 3 courbes. La courbe verte de compliance, c'est un reflet de la fonction diastolique du ventricule gauche, les pressions télédiastoliques. La courbe bleue, c'est l'élastance maximale, c'est un reflet de la contractilité du myocarde. Plus cette pente est élevée, plus la contractilité est importante. Et la courbe rouge, c'est la courbe d'élastance artérielle, c'est un reflet de la poche-charge du ventricule gauche. Plus cette pente est élevée, plus la poche-charge est importante. Et en dessous, vous avez l'air sous la courbe, qui a le travail ventriculaire externe, qui est un reflet de la consommation myocardique en oxygène. Avec la pression télédiastolique et la phase de contraction isovolumique, l'éjection avec la pression télésystolique, qui est un reflet de la pression artérielle moyenne, et la diastole. Donc, lorsqu'on a une hyperréflexie autonome, on a 2 phénomènes principaux. On a la vasoconstriction veineuse avec l'augmentation du volume contraint. On va avoir une augmentation de la précharge du ventricule gauche. C'est un peu comme, on va dire, c'est un peu la loi Starling. On va déplacer la courbe pression-volume le long de la courbe bleue vers le haut et vers la droite. Et on a une vasoconstriction artérielle, une augmentation importante de la poche-charge du ventricule gauche. Et donc ça, on a vu que c'était une augmentation de la pente de l'élastance artérielle. Et donc on se retrouve avec une courbe pression-volume qui est décalée vers la droite et vers le haut, avec une augmentation des pressions télédiastoliques, une augmentation majeure, ça on s'en doute, de la pression télésystolique et donc de la PAM, une très grosse augmentation du travail ventriculaire externe. Et donc à partir de ça, on peut déduire en fait les conséquences de ces épisodes, avec pour l'hypertension artérielle les épisodes d'HTA maligne et le retentissement notamment neurologique, l'œdème cérébral, l'HTIC ou les événements hémorragiques, l'hyperréactivité parasympathique avec la bradycardie et la systolie. Pour le travail ventriculaire externe, c'est l'ischémie myocardique avec toutes les complications que ça peut impliquer. Pour la pression télédiastolique qui est très augmentée, c'est le risque d'OAP. Et enfin, le plus souvent, on a aussi une diminution du volume d'éjection systolique. Il y a la différence entre le volume télédiastolique et le volume télésystolique. Et donc on a un risque d'hypoperfusion périphérique. Tout ça, ça peut aboutir à des situations d'hypoxie tissulaire et au décès. Donc comment on va prendre ces patients en périopératoire? Donc il y a peu d'études, il y a très peu d'études, notamment il n'y a pas d'études randomisées pour évaluer ces patients. En préopératoire déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est en consultation, c'est évaluer le risque de syndrome dysautonomique. On a vu que le point le plus important, c'était le niveau lésionnel supérieur à T6, T6, T10, c'est très faible. En dessous de T10, c'est quasiment inexistant. Est-ce que la lésion est complète ou pas? Est-ce qu'il y a une sensibilité, une motricité résiduelle? L'ancienneté de la lésion, on a vu 25-80 jours. Le diagnostic positif, c'est des patients qui ont déjà parfois déjà le diagnostic qui est posé, voire assez souvent. Ils ont eu un monitorage de la pression artérielle, un Dynamap sur 24 heures, et c'est des patients qui des fois font 30-40 épisodes d'hyperréflexie autonome par jour. Dès qu'ils se lèvent, dès qu'ils sautent aux sondes, dès qu'ils se tapent le petit orteil. Si on n'a pas ce diagnostic positif, on peut rechercher les symptômes évocateurs, céphalée, sueur au-dessus du niveau lésionnel, anxiété, palpitation, en sachant un point important, c'est que 30% des patients sont asymptomatiques. Et ce n'est pas parce qu'un patient n'a pas fait d'épisode d'hyperréflexie autonome au cours d'un précédent bloc qu'il n'en fera pas au prochain. Les traitements anti-hypertenseurs, je ne me suis pas étendu là-dessus, il n'y a pas de traitement miracle. Ça peut diminuer le risque d'hyperréflexie autonome, mais ça augmente aussi en contrepartie le risque d'hypotension et d'hypotension orthostatique. Il
Enfin, le deuxième élément, c'est évaluer le risque cardiovasculaire global, comme on le fait avec tous les patients, mais là, c'est vraiment des patients à risque à cause de leurs épisodes hypertensifs itératifs, et chez qui aussi on peut avoir du mal à évaluer la tolérance à l'effort. En péropératoire, il faut vraiment insister sur l'éviction des facteurs déclenchants. Là, peut-être encore plus que d'habitude, l'anesthésiste sensibilisé et le chirurgien expérimenté, parce que c'est pas pareil de rester 30 minutes à 200 de systolique et 1 heure à 200 de systolique, on imagine les conséquences que ça peut avoir. La vidange vésicale et rectale, c'est vraiment un des facteurs déclenchants extra-chirurgicales les plus fréquents. Donc si le patient s'autosonde, on le laisse s'autosonder jusqu'au bloc. Si on pose une sonde vésicale, il ne faut absolument pas qu'elle soit coudée. Pareil pour les lavements rectaux, des fois ils ont des lavements pluriquotidiens, il faut absolument poursuivre. Et c'est peut-être une des seules fois où le lavement est plus important que le bêta-bloquant. Les points d'appui également, ils sont spastiques, ils sont dénutris, ils sont à risque d'escarre. Ça peut être un facteur déclenchant très pénible. Concernant le type d'anesthésie, maintenant, alors je vous avais dit qu'il n'y avait pas d'études comparatives. En théorie, c'est l'anesthésie loco-régionale et l'anesthésie médulaire qui est la plus efficace. Parce que ça bloque directement et de manière complète les réflexes directement au niveau médulaire. Ça a peu d'effets hémodynamiques, il y a des études qui ont évalué ça. Finalement, le tonus sympathique des patients étant déjà diminué, le sur-risque qu'on a en faisant l'arachie au niveau hémodynamique est assez faible. En revanche, les grosses difficultés, elles vont être techniques. C'est des patients qui ont des rachis remaniés, qui ont du matériel d'ostéosynthèse, qui peuvent avoir des troubles de la diffusion au niveau de l'espace péridural. Et d'autant plus que l'évaluation de l'efficacité est difficile, notamment lorsque le niveau est haut et que la lésion est complète. Donc ce qui est recommandé, c'est d'évaluer la spasticité, à partir de quel niveau le patient n'est plus spastique. Et si on fait une péridurale, ben on évite la dose test adrénalinée si elle est encore pratiquée, et ça c'est lié à l'hyperréactivité aux catécholamines. Pour l'anesthésie générale, le blocage il est direct. On connaît tous un peu les effets des opiacés, de la kétamine, mais il est incomplet. Pour les molécules hypnotiques, il n'y a aucune molécule qui est privilégiée. Il y avait plusieurs travaux sur les halogénés, notamment, qui avaient un effet au niveau médulaire. On sait qu'ils dépriment l'activité au niveau de la corne antérieure de la moelle, qu'ils ont un effet myorelaxant. On sait qu'ils ont aussi un effet antalgique. Je n'ai pas retrouvé de papier qui parlait de l'effet sympatholytique au niveau médulaire. L'atropine à l'induction, notamment lors de l'intubation ou de l'aspiration, parce qu'on va avoir une stimulation au-dessus du niveau lésionnel, et donc une hyperactivation parasympathique et donc un fort risque de bradycardie. Il y a des équipes qui systématiquement, lorsque le patient a une fréquence cardiaque inférieure à 60, qui leur mettent de l'atropine avant induction. Voilà. Et cathéter artériel, je n'ai pas eu non plus de papier là-dessus, mais ça me semble logique si on a une chirurgie qui est un petit peu prolongée ou un patient à risque pour diagnostiquer et traiter de manière plus précoce possible ces événements. Donc comment on les prend en charge en pratique en péropératoire pour l'hyperréflexie autonome. Donc on arrête la stimulation chirurgicale, qui est donc en théorie est une stimulation pour que ça survienne au niveau sous-lésionnel, c'est les chirurgies qui vont nous embêter. On met le patient en position proclive, l'atropine si on a la bradycardie sévère, et on approfondit l'anesthésie. Il y a eu des études de la même équipe qui sont sorties en 2008 notamment, qui essayaient d'évaluer en fait au cours d'une chirurgie urologique, une cystoscopie, la concentration de sévoflurane expirée nécessaire pour inhiber 95% des épisodes d'hyperréflexie autonome. Il y avait un mélange aussi avec 50% de NO. Et ils se sont rendus compte que c'était sur 26 patients que pour inhiber 95% des épisodes d'hyperréflexie autonome, il fallait une concentration de sévoflurane expirée à 3,8. Donc c'est des doses très très importantes. Tous les patients étaient hypotendus, ils avaient 56 de PAM plus ou moins 8. Malgré le remplissage vasculaire, ils avaient tous un BIST qui était effondré à 20 plus ou moins 18. Et lorsqu'on rajoute du rémifentanil avec une cible à 3, on diminue modérément avec des concentrations expirées de sévoflurane qui sont plutôt aux alentours de 2,3. Le traitement médicamenteux hypertenseur, il n'y a pas non plus de véritable recommandation. C'est en fonction de ce dont on a l'habitude pour avoir une efficacité rapide et un délai d'action court. Les épisodes d'hypotension artérielle, on mettra le patient en Trendelenburg. Le remplissage vasculaire selon les critères de précharge dépendance, ça c'est aussi très important. Il faut monitorer le remplissage. C'est des patients qui peuvent avoir des gros troubles de la fonction diastolique du ventricule gauche. Et les catécholamines, on les titre, que ce soit l'éphédrine ou la noradrénaline, on les titre pour éviter des épisodes hypertensifs qui peuvent parfois être fatals.
Je vous ai remis les mesures générales que je ne vais pas détailler pour la prise en charge des blessés médulaires, que ce soit pour les voies aériennes, l'induction en séquence rapide si on a une gastroparésie, la titration prudente des hypnotiques à une fraction libre qui est augmentée, ils sont très dénutris parfois. La contre-indication évidemment au curat dépolarisant, pas de cellocurine. La position du curamètre ou le contrôle thermique strict, ils ont aussi une très mauvaise thermogénèse. En post-opératoire, il n'y a rien de nouveau. Il faut insister à nouveau sur l'analgésie. Est-ce qu'on met les antalgiques en systématique? Est-ce qu'on peut mettre un cathéter d'ALR? Il y avait une équipe qui, en obstétrique chez les femmes qui étaient césarisées, maintenait la péridurale pendant 3 jours. Et enfin, la vidange vésicale et rectale qui est toujours très important. On met des lavements quotidiens, pluriquotidiens. On laisse le patient s'auto-sonder et dès qu'on a un doute, il faut monitorer le remplissage vésical. Voilà. Donc pour conclure, le syndrome dysautonomique, c'est 2 entités, hypotension orthostatique qu'on connaît très bien, l'hyperréflexie autonome qu'on connaît moins bien et qui est parfois fatale. Un facteur de risque à prendre en compte, c'est le niveau lésionnel supérieur à T6. L'hyperréactivité parasympathique sus-lésionnelle, donc attention à la bradycardie, toujours de l'atropine avec soi. L'hyperréactivité sympathique sous-lésionnelle avec le risque d'hypertension artérielle maligne. On évite les facteurs favorisants. Le chirurgien expérimenté, c'est peut-être encore plus important que pour le reste. Et on fait une analgésie efficace en utilisant, dès qu'il y a une indication, l'anesthésie loco-régionale. Merci pour votre attention.